Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground. Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent les parcours de conception de nos familles. Vous entendrez aussi et surtout des familles homoparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de nos quotidiens qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode 23 du podcast Les enfants vont bien. Lorsque l'on prend la décision de choisir un donneur connu, le point essentiel à ne pas sous-estimer dans la relation avec lui est la confiance. La confiance doit être réciproque pour que l'association fonctionne en toute sérénité. Lors de notre recherche, souvent, nous nous retrouvons devant un champ des possibles assez large pour trouver la perle rare. Forum, site internet, amis, connaissances, etc. Marion et Maëva ont eu une démarche très réfléchie. Elles savaient ce qu'elles recherchaient et surtout, elles comptaient sur la cooptation de leurs amis pour établir cette relation de confiance. Elles ont pris le temps de la réflexion, pris leur courage à deux mains et ont écrit un email à leurs proches pour leur expliquer leur démarche et ainsi recueillir leurs recommandations. Ce qui distingue Marion et Maëva est la sérénité avec laquelle elles ont abordé ce parcours. Incontestablement, le métier de Marion, qui est doula, ainsi que sa formation ont joué sur la hauteur qu'elles ont pu prendre dans leur réflexion et dans la réalisation de cette grossesse. Nous l'avons d'ailleurs abordé, ce métier encore trop peu connu en France, ce métier d'accompagnement du couple dans la maternité, ce métier qui prend soin du couple avant, pendant et après l'arrivée de bébé. C'est un métier de savoir et surtout de transmission du savoir auprès des jeunes parents. Chaque couple est unique, chaque couple a ses particularités. Le vocabulaire employé dans l'accompagnement de ces moments si singuliers et si sensibles a son importance. Et les doulas sont ouvertes et même formées pour certaines à l'ouverture. Elles peuvent alors accompagner nos familles aussi respectueusement que des familles plus traditionnelles. Je vous laisse découvrir cette famille si inspirante et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Marion, bonjour Maëva. Bonjour. Salut. C'est le deuxième épisode que j'enregistre en tandem, on va dire, en tridem, si on peut dire ça, donc à 3 personnes. Donc ça va être... je suis pas toujours très à l'aise sur ces enregistrements-là, donc faudra pas m'en vouloir. Aujourd'hui, donc je vous rencontre, en tout cas par micro interposé, parce que donc Marion, tu as un métier qui est très intéressant dans le domaine de la maternité, puisque tu es doula. Et c'est un point qui m'intéresse fortement, notamment dans l'accompagnement des couples homosexuels dans l'apprentissage, dans l'approche qu'on peut avoir de la parentalité. Oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter toutes les deux, me dire qui vous êtes, depuis combien de temps vous êtes ensemble notamment, et m'expliquer un petit peu votre composition familiale. Alors bon, vous êtes là toutes les deux, donc ça va m'aider, mais je vous écoute. Moi, c'est Maëva, j'ai 31 ans, on est ensemble avec Marion depuis 4 ans, mariés depuis juillet 2019, ça fait quelques mois, et je suis maman adoptante du bébé que nous attendons. D'accord. Et moi, c'est Marion, j'ai 28 ans, donc on s'est rencontrés en 2015, on s'est rencontrés dans un club de roller derby, et... D'accord. Ouais, et on était toutes les deux. Maëva était déjà dans le club, et puis moi, j'ai rejoint l'année d'après. Et on s'est plu tout de suite. On s'est mis ensemble très très rapidement après s'être rencontrés. 2 semaines. Ouais. Et puis on a habité ensemble aussi, je crois, 9 mois après. En juillet. Ouais, c'est ça. Et puis voilà, on a habité ensemble. Après, moi, je suis devenue assistante maternelle et de travailler depuis la maison, ça a pas mal chamboulé notre organisation de recevoir des enfants et leurs parents tous les jours chez nous. Ouais, parce que c'était pas juste travailler depuis la maison, c'était travailler dans la maison parce que comme il y a des bébés, ça prend beaucoup de place dans la maison. Ouais, donc complètement. Ouais. Ah, c'était une sacrée organisation et
Et expérience en tant que couple aussi. Oui. Mm. Ouais. Et puis moi, ça a bien activé mon envie d'être mère, très fort. Et puis donc maintenant, je suis doula depuis septembre 2019 où j'ai été formée. Ok, donc depuis septembre 2019, tu pratiques le métier de doula avec, bon, on en reparlera un peu plus tard dans l'épisode, mais tu accompagnes quel type de couple? J'accompagne tous les couples. J'accompagne tous les couples et même les mères célibataires qui portent leur bébé ou qui ont envie de porter leur bébé. J'accompagne aussi les couples d'hommes. Je l'ai encore jamais fait, mais c'est complètement possible. J'accompagne aussi les couples qui peuvent passer par une GPA, par exemple, que ce soit la mère qui porte ou le couple qui va adopter ensuite. Tout le monde. D'accord, ok. Et donc tu me disais que le désir de maternité était arrivé relativement vite lié à ton métier d'assistante maternelle. Il était présent avant, je suppose. Enfin, c'est pas arrivé comme ça, puisque ton métier d'assistante maternelle en lien avec les jeunes enfants, je pense que ça clairement, ça dénotait que tu avais une envie de maternité. Oui, et puis avant d'être assistante maternelle, j'étais coordinatrice d'un café associatif adapté aux enfants, aux jeunes enfants. Et j'ai proposé un projet autour de la parentalité bienveillante, respectueuse des besoins des enfants. Et déjà là, c'était très fort, mais même en fait depuis que je suis menstruée, en fait, j'ai envie d'être mère. Donc à chaque ovulation, depuis que j'ai 14 ans, j'ai très très fort envie d'être maman. D'accord. Oui, donc effectivement, ça imprègne. Et puis tu as mené ta vie professionnelle imprégnée dans la maternité et dans la parentalité. Oui, complètement. Et alors, comment vous avez abordé ce sujet, toutes les deux? La première nuit où on s'est mises ensemble, j'ai été assez maligne, ou pas du tout, de lui demander comme ça, pour info, si elle avait envie de se marier. Un jour, très à titre informatif. Et donc, elle m'a répondu très sérieusement que oui, elle avait prévu, elle aimerait se marier et qu'elle voudrait avoir des enfants aussi. Et moi, le mariage, j'en avais plutôt envie avec un côté assez militant. On y a droit, on va s'en servir. Et les enfants, par contre, c'était pas dans mon programme tellement. Et elle était déjà devenue tellement vite importante pour moi, même juste avant qu'on se mette ensemble, que je me suis dit, ok, donc là, il va falloir que tu y réfléchisses sérieusement. Dans le sens, oui, le but, c'est pas de lui faire perdre 3 ans pour lui dire au bout de 3 ans, ah non, mais moi, c'est toujours pas. Et le but, c'était pas non plus d'en avoir parce qu'elle en veut ou de ne pas en avoir parce que je suis têtue ou voilà. Donc je me suis dit bon, il va falloir que je réfléchisse sérieusement alors. Du coup, c'est vrai que de ce qu'il en ressort, votre relation, elle a débuté très vite sur les chapeaux de roue. Enfin, vous avez tout de suite su que, enfin, en tout cas, vous avez eu ce pressentiment qu'il fallait que vous avanciez très vite sur des sujets importants. Oui, puis en plus, comme moi, mon métier a toujours été autour de l'enfance, je parle des enfants tout le temps, je suis en contact d'enfants tout le temps, ça fait partie de mon quotidien, ça fait partie même de mon engagement militant aussi, d'œuvrer en faveur des droits des enfants. Donc j'en parle beaucoup, quoi. C'est présent dans ma vie. Donc effectivement, on en a parlé toutes les deux assez rapidement. Ouais. Maëva, du coup, tu as réussi à poser un petit peu le cadre et à prendre une décision assez rapidement, ou ça t'a pris du temps? Mais je sais pas trop dire à quel moment j'ai compris que j'en voulais, mais c'est un peu comme si au moment où elle a dit ça et où je me suis dit il faudrait que j'y pense, je me suis dit non mais ça tombe bien, de toute façon j'en voulais. Parce qu'en fait, moi si je voulais pas d'enfants, c'est parce que c'est quand même pas très écolo de fabriquer des humains en plus qui vont consommer aussi. Et que j'ai pas forcément besoin de ça. Je suis quand même j'étais assez heureuse dans ma vie, même très heureuse dans ma vie, équilibrée. Donc être en couple, c'était bien, c'était encore plus épanouissant, mais j'avais pas forcément besoin de plus. Et puis avoir des enfants, c'est s'occuper de quelqu'un d'autre et donc un peu moins de soi. Et moi, je me disais moi, ça me plaît d'avoir du temps pour moi, donc voilà. Assez vite, j'ai vu que en fait non, ça allait carrément me manquer si
si j'en avais pas et que peut-être c'était une histoire de rencontrer avec qui on a envie de les élever aussi. Et là, c'est vrai qu'avec C'est Marion, ça. quand je voyais autour d'enfants, je me disais: «Oh, j'aurais tellement de chance d'être parente avec elle, ce serait tellement formidable», que voilà. Ouais, tu m'étonnes. Mais c'est vrai que c'est souvent, ce qui fait aussi basculer, la décision et le choix, c'est que quand on a un conjoint qui est moteur et qui a un désir, un vrai désir, souvent la décision, elle est beaucoup plus facile à prendre. Ouais. Ouais, et puis en plus, là, je lui ai même pas dit, hein, quand elle m'a dit: «Je veux des enfants», j'ai pas dit: «Ah bah, pas moi», hein, j'ai dit: «Ah bon?» et Mais d'ailleurs, je fais quand même une distinction, c'est que on a aussi beaucoup distingué la différence entre vouloir avoir des enfants et le désir d'être mère. Et moi, c'est le désir d'être mère qui prime. Je veux pas avoir des enfants pour avoir des enfants. Enfin, ça vient pas combler un truc. C'est vraiment le désir d'être mère, de ouais, de transmettre, de partager ça, de créer une famille, plus que de vouloir avoir des enfants. Mmh. C'était... Oui, en fait, tu veux dire pour le côté social d'avoir des enfants, en fait. Mmh. Ouais, c'est ça. Et puis, il y avait un truc aussi qui me gênait dans vouloir avoir des enfants. On peut vouloir avoir des choses, on peut vouloir avoir des animaux, peut-être. Mais je trouvais qu'il y avait vraiment un fort lien dans l'identité, en fait, de devenir mère en ayant des C'est la enfants. c'est la dimension de partage, en fait, qui t'intéresse dans le sens de devenir mère. C'est ça. C'est ça. Et ça, je pense que ça s'est beaucoup développé, ben, quand Marion a été assistante maternelle et que, ben, il y avait des enfants qui avaient entre 1 an et 2 ans et demi, 3 ans, tous les jours dans la maison. On avait toujours 2 à la fois, pas plus. Et moi, c'est vrai que les tout petits, c'est pas trop, je suis pas très à l'aise quand ils nous fixent du regard. Moi, je me dis: «Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que j'aurais dû faire autre chose? Est-ce qu'il va pleurer? Est-ce qu'il est content?» Voilà, ça me stresse un peu. Et puis là, une fois que je les connais, après, je suis plus à l'aise. Et là, du coup, de les avoir tous les jours, j'ai pu vraiment développer des chouettes relations avec eux et je me suis éclatée. Et je me suis révélée aussi dans, pas forcément avoir des enfants, mais bah, être adulte qui accompagne les enfants à découvrir des choses et qui s'émerveille elle-même de les voir découvrir des choses, quoi. Donc ça Oui, aussi, ça a complètement. changé, la vision que j'avais d'être mère. Et alors à partir de ce moment-là, donc du moment où vous vous êtes, retrouvés sur ce choix-là, est-ce que vous en avez discuté finalement? Ou c'était une évidence entre vous et vous n'avez seulement discuté que de la méthode de conception? Ben, en fait, c'est devenu assez ouais, clair et limpide qu'on avait envie un jour d'être mère ensemble et de créer notre famille. Et puis il y avait aussi tout un, je sais pas, une mouvance familiale, on peut dire. La grande sœur de Maëva, elle s'est mariée quelques mois après qu'on se soit mis ensemble. Donc il y avait la célébration de l'amour qui nous a fait envie. Donc on avait de vivre ça, on avait aussi envie de se marier. Et puis après, sa sœur a eu un bébé et ça, c'était. Moi, je commençais déjà depuis à ce moment-là à quand on m'annonçait des grossesses, j'étais très très heureuse pour ces personnes et je me disais j'aimerais bien que ce soit moi aussi. Et puis après c'était toujours est-ce que c'est le moment. On habitait en ville à Toulouse à ce moment-là et on a toutes les deux grandi à la campagne et on savait qu'on voulait qu'on aurait envie de fonder notre famille à la campagne et de déménager à un moment, de terminer nos études, de se poser, de s'ancrer quelque part et de créer notre cocon. Et on savait que tant qu'on était à Toulouse, on n'entamerait pas les démarches. Et quand on s'est marié l'été dernier, on s'est marié dans le même mois. On a changé de travail toutes les deux. On s'est mariés, on a déménagé et maintenant on est dans une maison à la campagne en Ariège. Et ça a bien accentué les choses. Et quand on a organisé tout ça pour ce mois de juillet, on a commencé à parler plus sérieusement de
notre parcours et de la maternité, mais en fait, on en parle depuis des années sur comment on a envie de concevoir, qui porterait. C'est ça. C'est que c'est vraiment des heures et des heures de conversation depuis très longtemps sur ne serait-ce que quelle est notre vision à chacune de l'éducation et est-ce qu'elle est commune et est-ce qu'on l'adapte pour être d'accord ensemble parce que c'est pas rien d'accompagner une personne à grandir. Donc il y a beaucoup de discussions là-dessus. Ensuite aussi sur comment on va concevoir cet enfant. Et puis moi, il y avait un autre truc dans les choses qu'on a besoin d'avoir faites ensemble avant de pouvoir devenir mère. Bien sûr, j'avais envie d'une certaine stabilité. À un moment, j'étais en études, après j'étais au chômage, je cherchais un emploi. Je me voyais pas faire venir un enfant quand on habitait en ville et que moi j'étais encore en recherche et que donc ça, forcément, la sécurité financière, on peut pas nier, c'est toujours beaucoup plus agréable quand on devient parent. Mais moi, il y avait aussi, j'avais besoin que Marion et moi, on soit prêtes dans notre relation. Parce que oui, on s'entendait très bien, on s'adorait, etc. Mais 2 personnes, c'est 2 personnes différentes, c'est apprendre à se connaître et à se comprendre. Et maintenant, je sais quand est-ce qu'elle est stressée, je sais ce que je dois faire quand elle a faim, je sais quelle attitude avoir quand elle a besoin d'être seule et je sais que ça veut pas dire qu'elle me rejette. Et tout ça, moi, j'avais besoin d'être sereine avec ça avant qu'une 3e personne arrive. Alors bien sûr qu'avec un bébé, il y aura quand même des moments où on va pas se comprendre et quand même des moments où on va sûrement s'engueuler, certes, hein. Mais d'avoir vécu tout ça, d'avoir vécu tout ça, je pense je me sens beaucoup plus solide et sereine en tant que couple aussi. Oui. C'est sûr que on va pas juger parce qu'il n'y a pas de jugement à avoir à apporter sur le timing pour faire un enfant. Mais c'est vrai que ça facilite grandement les choses de bien se connaître quand bébé arrive, qu'il chamboule tout avec son arrivée. Oui, et puis clairement, ça dépend de chaque personne, chaque histoire et chaque situation. Mais moi, dans mon histoire personnelle et mon fonctionnement personnel, je peux pas me consacrer à une 3e personne si les 2 personnes qui sont déjà là n'arrivent pas bien à se comprendre. Donc pour mon équilibre à moi, c'était obligatoire de passer par ces étapes-là avant. Oui, ce qui est complètement compréhensible. Après, même dans notre choix de conception et tout, c'est notre histoire à nous et on n'a pas de la vérité absolue. Il y en a pas, quoi. C'est vraiment pour chaque situation et chaque couple et chaque personne trouve sa solution. Et chaque parcours, on a trouvé la quoi. Chaque parcours est unique et correspond à chaque couple, mais il n'y a pas de parcours idéal en fait. Absolument pas. Ouais. Et tant mieux. Et tant mieux, complètement. Ça apporte une vraie diversité dans nos familles aussi. C'est clair, ouais. Et alors, quel est le choix que vous avez fait ? À quoi ont mené ces discussions ? Alors, on s'était dit qu'on avait plutôt envie de connaître le donneur. En fait, on n'avait pas envie de ne pas le connaître. On a toutes les deux dans notre histoire beaucoup aimé explorer nos arbres généalogiques et savoir d'où on venait génétiquement. Et encore que je fais une différence entre la généalogie et la génétique. Mais du coup, on se disait que si on peut offrir à notre enfant la possibilité de connaître cette origine-là génétique, s'il ou elle le souhaitait, c'était dommage de l'en priver. C'était voilà, encore une fois, par rapport à nos histoires. Donc ça, on était tombés d'accord plutôt facilement. En fait, il n'y a pas tellement eu de désaccord, il y a eu que des conversations et en se disant ah oui, et puis en écoutant des témoignages aussi, ça nous a beaucoup aidé à nous positionner pour savoir qu'est-ce qui nous correspondait à nous. Et et puis donc on était plutôt partis là-dessus. Et aussi, moi j'ai une grande peur et rejet de tout ce qui est médical. Donc l'hôpital. Donc j'avais pas envie de passer par une PMA dans un premier temps. On avait envie de commencer avec une pipette et artisanale. Ouais, donc on s'était dit que ça serait chouette. La grande question c'était OK, mais qui va nous donner son sperme ? Et ça, c'est ce qui m'a fait peur pendant longtemps. Donc, en fait, depuis assez longtemps, on se dit, on fera avec une pipette, on connaîtra le donneur. Et puis, à force de discussion, on s'est demandé comment on allait trouver ce donneur, quels seraient nos critères logistiques pour ça. Oui, parce qu'il y en a.
Ouais. Et sachant que on connaît le donneur ou on voulait connaître le donneur, mais juste savoir qui c'est. On voulait pas que ce soit quelqu'un de notre entourage, on voulait pas que ce soit quelqu'un qui soit amené à rencontrer le bébé régulièrement et l'enfant régulièrement, et on veut pas qu'il soit d'une quelconque manière impliqué dans la vie de l'enfant. Juste, c'est quelqu'un qui a accepté de faire un don, comme on aurait fait un don de sang pour sauver une vie. Là, il fait un don de sperme pour créer une vie. Il est même pas au courant. Est-ce que ça marche? Enfin, si, il sait que ça marche, sinon on l'aurait rappelé. Mais voilà, c'est vraiment quelqu'un qui reste à l'extérieur. Et l'envie aussi de ne pas, dans un premier temps, avoir la logistique d'aller à l'étranger, puisque la PMA, peut-être un jour sera légale en France, et si elle pouvait aussi être remboursée pour les couples homo, bon bref. Mais en tout cas, la PMA je pense qu'on en demande beaucoup. C'est illégal, et en plus ça va être compliqué. Et la PMA à l'étranger, c'est non seulement tout ce qui est médical, etc., mais c'est aussi toute la logistique d'aller à l'étranger à chaque fois. Donc C'est nous, ça. on a envie de quelque chose, on raisonnait avec quelque chose de beaucoup plus simple et chemin de traverse, école buissonnière, quoi. Ouais, bon, après, on est un peu comme ça dans tous les domaines de nos vies, donc. Ouais. Et alors, vous l'avez trouvé comment, ce donneur? Alors, en janvier 2019, moi, j'ai fait une demande plutôt officielle à Maëva, une demande pour commencer notre parcours vers la maternité. Donc, je lui avais préparé un repas aux chandelles, je lui avais préparé une petite boîte avec des vêtements d'occasion tout mignons de bébé. Et elle a cru que je la redemandais en mariage une deuxième fois. Mais... Il y avait même des sushis. Et c'est drôle. Et donc, je lui ai demandé, je crois que j'avais écrit sur une petite carte, ou je sais plus si je te l'ai dit à voix haute, mais je lui ai demandé si elle était prête pour qu'on commence notre chemin vers la maternité maintenant et qu'on essaie de trouver un donneur, là. Et qu'on commence à chercher un donneur. Oui, c'est ça. Moi, je suis beaucoup pour la formulation affective. Oui. Ouais. Et donc, elle a accepté. Ouais, je suis sympa. Ouais. Et donc ça, c'était en janvier. Et le 1er mai, donc ça va faire 1 an, le 1er mai 2019, c'est vrai. on a envoyé un mail. Non, le 1er mai, c'était le mail au donneur. Ouais. Donc, c'était le 20 avril. On a très, très peu de temps avant, on a envoyé un mail à nos proches en qui on avait confiance, dont on savait qu'ils avaient des papas autour d'eux, parce que ça faisait partie de nos critères que le donneur soit père et qu'il ait éventuellement déjà assouvi son besoin de transmission et donc moins de risques pour qu'il reconnaisse l'enfant, puisque c'est ça le grand risque avec l'insémination artisanale, c'est que le donneur reconnaisse l'enfant et que nous, on puisse pas créer notre famille et que Maëva ne puisse pas adopter. C'est très bien réfléchi, en tout cas. Ouais. Et en plus, s'il est père, ça veut dire qu'il est fertile, donc c'est toujours bon à prendre. Oui, ça, on s'est fait la réflexion après. Ouais. Et donc, on a listé, à force de discussion, mais on a eu du mal à l'écrire, ce mail, et on était un peu fébrile à l'envoyer parce qu'on avait peur d'être jugé par nos proches, qu'on nous dise, mais vous êtes complètement inconsciente de faire ça. Et puis... En plus, on était en pleine préparation du mariage. Et on s'est vite rendu compte que quand on prépare un mariage, nous, on prépare 3 jours de fête et ça va être fun. Mais en fait, vu que c'est un mariage, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça devrait plutôt se faire comme ci, plutôt se faire comme ça. Et du coup, c'est vrai. C'est très gentiment dit, hein. On nous donne beaucoup l'avis. Quand on dit, tiens, on va faire comme ci, tu vas faire comme ça. Ah, j'aurais pensé que vous auriez plutôt. Ah ouais, moi je croyais. Et du coup, on reçoit beaucoup les avis des gens, et en fait, c'est pas toujours facile. Il y a des fois où ça vient nous remettre en question, il y a des fois où ça perturbe, etc. Et du coup, là, on s'est dit, c'est pas pour rien qu'on se marie et qu'on a cette préparation aussi, parce qu'on sait que dans la conception, on va être encore plus fragile et peut-être sensible à ce que les autres vont dire. Donc, comment on en parle, à qui? Et donc, c'est là que écrire ce mail, ça nous a pris du temps pour savoir, voilà, qu'est-ce qu'on veut clairement, et en plus, comment on le formule pour pas te dire qu'est-ce que vous en pensez, mais juste, tiens, est-ce que vous connaissez quelqu'un? Ouais. Oui. Et donc, dans les critères, il y avait que cet homme soit déjà père, qu'il soit OK pour se faire dépister,
qu'ils ne reconnaissent pas l'enfant, qu'ils soient OK pour rencontrer l'enfant si un jour il a envie de le rencontrer. L'enfant ou le donneur? L'enfant. Et il y avait aussi que si cet homme est en couple ou a une famille, que celle-ci soit au courant de ce don. Ouais. Donc là, c'est son cas, il a une compagne, il est papa, et donc sa compagne est OK et a signé tous les mails avec lui. D'accord. Tous les mails qu'on a échangés avant. Et lui, il nous posait la question, est-ce que... c'était sa grande interrogation, c'était « Ok, mais comment vous allez lui parler de moi ?» Parce que moi, je veux pas être son père, quoi. Je veux pas qu'il débarque à 15 ans et que il ait besoin d'une reconnaissance paternelle ou comment c'est ça. Ouais, je sais plus comment il a dit, mais c'était un peu ça. C'était quelle place je vais avoir et quels mots seront mis sur moi et du coup, nous on était très clairs. Il est donneur, on n'a pas de photo de lui, on n'a pas d'enregistrement de sa voix ni rien. Juste, c'est la personne qui a fait le don. Notre enfant et nos enfants ensuite sauront très bien qu'une personne a donné le sperme et que non, c'est pas l'une de nous deux qui magiquement a permis d'eux. Et si les enfants souhaitent rencontrer le donneur, un jour, ce sera possible. Enfin, les enfants, pour l'instant, il y en a qu'un qui arrive. Mais... Oui, pour l'instant. Oui. Et justement, est-ce que vous avez abordé ce thème, ce thème-là de la multiparentalité, on va dire, du fait que vous pourriez avoir et vouloir plusieurs enfants avec ce donneur-là? Oui. Ah non, pas avec le donneur. Non, pour le moment, on se dit que, au tout début, on se disait que ça pourrait être chouette que nos enfants aient un lien génétique et que ce soit le même donneur. Et en fait, après, on s'est dit, mais c'est lui donner une grande place à ce monsieur, alors que initialement, c'est ça. Et puis lui, il est vraiment détaché des gamètes qu'il donne. Il le dit, moi, je mets aucun symbole sur mon sperme, et c'est d'ailleurs ça qui me permet de faire le don. Donc, je pense, enfin, on sait pas encore si on lui redemandera. Dans l'idée, là, tout de suite, on se dit que non, c'est lui donner une trop grande place, qu'il ne veut pas, qu'on veut pas lui donner. Ouais. Et puis ça, moi, au début, on pensait ça parce que on cherche une certaine unité familiale aussi, et peut-être que s'il y a un lien de sang entre nos enfants, ça peut être chouette. Et puis, ouais, c'est une copine qui était enceinte aussi et qui nous a dit, bah, en fait, symboliquement, que les enfants aient le même donneur, qu'est-ce que ça va vouloir dire pour eux, mais pour nos enfants. Et en fait, au-delà de notre famille, etc., c'est aussi les enfants, ils ont ça en commun. C'est qui cet homme, c'est qui cette personne, on veut savoir. Alors que s'ils ont pas le même et que, bah, voilà, à chaque fois, on a trouvé un homme qui a bien voulu faire don de son sperme. Ah oui, d'accord. Mais à chaque fois, c'est que des suppositions. On n'en sait rien s'ils vont se poser la question, s'ils vont en avoir quelque chose à dire pour être hyper important ou pas. C'est ça, en fait. Toutes nos discussions, ça a été et si, pour penser à toutes les possibilités, toutes les éventualités. Et c'est ce qui a été le plus long, en fait, de tout. Bah oui, parce que on pense beaucoup à nous deux quand on se pose toutes ces questions-là, mais on pense aussi aux enfants qu'on est en train de concevoir pour savoir, bah, est-ce que ça va leur convenir, cette histoire-là? Et en fait, moi, tout ce que j'espère, c'est que nos enfants comprendront qu'on a vraiment fait de notre mieux et qu'on a pris les meilleures décisions au vu des moyens qu'on avait pour que eux soient heureux dans leur famille. Ce sera le cas, d'ailleurs. Et est-ce que, du coup, vous avez facilement trouvé un donneur dans votre entourage, ou ça a été un peu long, il a fallu convaincre, il a fallu réexpliquer la démarche? Ça a été hyper rapide. D'accord. Ça a été vraiment très rapide. Quand on a envoyé le mail, le lendemain, je voyais l'une des personnes qui était destinataire de ce mail, qui m'a dit ah non, j'ai bien reçu ton mail, j'en ai parlé avec mon compagnon, mais tu sais que lui, il est lui-même donneur. Ah bon? Ah oui. Bah oui, et puis on a mis des gens en contact, plusieurs couples avec des donneurs. Il y a plusieurs bébés qui sont nés de ces dons. Et j'en ai discuté avec mon compagnon et bah lui, c'est pas les mêmes critères. Donc, mais par contre, il pense à un pote à lui avec qui il en a déjà vachement parlé. On a qu'à manger tous les 4 et puis on en discute et on voit si ce monsieur auquel on pense pourrait coller. Donc, on s'est vu une semaine après. On a dîné tous les
4 et c'était chouette de parler de ça. Et c'était rigolo parce que c'était leur première sortie en amoureux depuis longtemps parce qu'ils sont parents et que voilà, ils étaient toujours avec leurs enfants ou en famille. Et là, c'était leur première sortie en amoureux et c'était pour nous aider à avancer une étape de plus dans notre création familiale. Dans Ouais, vous, c'était rigolo. voilà, la création de votre famille. Ah ouais, c'était assez symbolique finalement. Et donc ce soir-là, ils nous ont donné les coordonnées de ce monsieur, du donneur. Et on l'a contacté quelques temps après, parce que pareil, on était encore toutes fébriles. Qu'est-ce qu'on lui dit? Bah oui, pire. Ouais. Alors, comment on lui demande du sperme? Ouais. Est-ce qu'on dit bonjour Alors, monsieur? on se connaît pas. Ouais. Sachant que du coup, il était quand même au courant qu'on allait lui. Ouais. Oui. Et ça, c'était vraiment, enfin, c'était assez fou que, ouais, moi, c'est en envoyant le mail à nos proches ou à nos connaissances, je me disais, est-ce que cette personne existe? Est-ce que c'est possible de répondre à ces critères-là qu'on a définis? Est-ce qu'on va devoir faire l'impasse sur quelque chose? On voulait pas regarder sur les banques de sperme et recevoir des propositions cheloues. Ouais, c'est Non, quoi. On voulait que ce soit une connaissance de connaissance pour qu'il y ait un minimum de confiance déjà au préalable avant de rentrer en contact. C'est ça, parce que du coup, les personnes qui nous invitent à aller vers lui se portent un peu garantes de on vous le dirait pas si on n'avait pas confiance en lui, quoi. Oui, évidemment. Et là, c'était rigolo pour le contacter parce que, encore une fois, l'expérience du mariage nous a beaucoup aidé à rédiger le mail parce qu'on savait comment écrire un mail ensemble. Et c'est pas facile, hein. Et du coup, on avait déjà remarqué que plusieurs fois, on démarre à écrire un mail ensemble. Il y en a une qui prend l'ordi, puis on parle toutes les deux. Et en fait, dès qu'il y en a une qui a une idée, l'autre elle renchérit et l'autre elle renchérit et on n'y arrive pas. Et du coup, là, on a réussi très simplement à dire, OK, tu te poses, t'écris un brouillon et puis je le regarde. Et puis en fait, non, une semaine après, c'est toujours pas fait. Bon, peut-être qu'en fait, c'est trop dur. Bon, moi, je me pose, j'écris un brouillon, puis on en reparle. Et en fait, on a fait comme ça. Et on a réussi en un mois à écrire ce mail. D'accord. Oui, ce qui finalement est... Bon, ça peut paraître long, mais finalement, c'est quand même relativement court parce que c'est pas une demande qui est très banale. Non, c'est clair. Ouais. C'est clair. Donc, c'était le premier mail, l'envoi du mail au donneur. Mail. Et le 8 mai, il nous a répondu. On s'écrivait que les jours fériés, apparemment. Et il nous a répondu, signé aussi du prénom de sa compagne. Et on a commencé à échanger quelques mails. C'est ça sur et l'organisation logistique, comment ça se passe, quand, où, ce genre de trucs, mais aussi sur est-ce qu'on est bien OK sur ce qu'on est en train de faire et est-ce qu'on est bien OK que c'est complètement illégal et est-ce qu'on se comprend bien sur le rôle et la place de chacun et chacune. Oui, c'est très important. C'était ça en fait. Ouais, il y avait beaucoup là-dessus. Hein. Est-ce que vous avez eu d'autres réponses positives de la part de votre entourage ou finalement il y en a eu une et c'était la bonne? Il y en a eu une et c'était la bonne. Alors peut-être que c'est parce que ça a été si rapide. On a eu beaucoup de messages de soutien et d'amour et même d'admiration de waouh, c'est génial ce que vous faites et on est avec vous. Wow. Et puis on a eu quelques messages de OK, j'en parle à un tel et je pense à un tel. Mais on n'a jamais eu de retour là-dessus. Mais après, on n'a pas relancé non plus, puisque on avait trouvé et que on n'y a plus trop pensé. Si ça se fait pas, c'est que ça se fait pas. Donc il y en a eu une personne et c'était la bonne. Et c'était la bonne. C'est génial quand ça se passe comme ça, c'est vraiment magique. Ouais, c'est ça, c'est tout est aligné, quoi. Ça servait à rien d'aller plus vite, moins vite. C'était à ce moment-là. C'était, c'est ça. C'était aligné, effectivement. Ça allait pas trop vite parce que moi, j'étais toujours au chômage et on habitait toujours à Toulouse, hein. Donc, moi, quand j'avais dit à Marion au mois de janvier, j'avais dit, j'ai très envie aussi qu'on démarre les démarches concrètes. Par contre, je suis pas prête encore à démarrer les inséminations parce que pour moi, j'ai encore besoin que on déménage et qu'on se sente bien dans nos vies, chacune, etc. Donc du coup là, on avait démarré plein de choses et puis ça y est, voilà qu'on trouvait un homme qui correspondait plutôt bien aux critères qu'on avait posés pour le donneur. Ouais, donc une fois qu'on a échangé
plusieurs mails et qu'on était OK, on s'est arrêté dans les échanges à OK, donc on laisse l'été passer. Lui, il s'est fait dépister dans l'été et on se recontacte à la rentrée. Voilà. D'accord. Ouais, parce que nous, du coup, on se mariait, on déménageait et tout. On savait qu'on allait être un peu speed et qu'on n'aurait pas trop la disponibilité. Et du coup, moi, ce que j'aimais bien aussi, c'est que on dit souvent, bon, je sais pas si les gens le font vraiment parce que je suis pas tatouée, mais on dit souvent qu'un tatouage, on choisit un dessin et si un an après il nous plaît toujours autant, c'est que bah on peut se le faire tatouer, on y va tranquille. Et Moi, j'attends un peu, mais bon. non, mais voilà, j'ai entendu dire ça plusieurs fois. Et du coup, je me disais, bah, ce qui est bien aussi, c'est que avec quelques mois, chacun a le temps d'y repenser, etc. Et je sais que si quand on revient l'un vers l'autre, il est toujours OK, c'est qu'il n'a pas eu de contre-argument dans les 3-4 mois de silence, quoi. Oui, complètement. Donc Ça, c'est une c'est bonne toujours chose. bien de laisser reposer un petit peu tout ça pour que chacun prenne du recul. C'est clair. Et c'est même lui qui nous a recontacté fin août pour savoir si on était toujours dans la même démarche, avec le même projet et tout. Donc sur le coup, on s'est dit oh non, on aurait dû lui écrire d'abord. Et tout. Et c'est lui qui nous relance. Après, on s'est dit non, mais en fait, c'est hyper sécurisant pour nous. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Donc, il vous recontacte en août et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, Marion, elle ferait bien les inséminations en août. Non, septembre, c'est bien septembre. Bon, août-septembre, c'est presque pareil quand même. Ouais, mais pas tout à fait, parce que août, c'est 2 semaines de travaux de peinture, c'est on découvre une nouvelle région, un nouveau travail, une nouvelle vie, Oui. et pas mal de week-ends de prix avec la famille qui vient nous voir. Donc logistiquement, septembre, c'est beaucoup, beaucoup plus pratique. Mais Donc, surtout que nous, l'Ariège, c'est quand même une très belle région, donc vous devez avoir quand même du monde régulièrement chez vous. C'est clair. ouais, tout à fait. Et c'est un grand bonheur. Pour toutes les personnes qui écoutent, c'est un grand bonheur de vous recevoir. C'est noté. Non, mais c'est vrai, en fait. Et nous, on arrive à 6. C'est noté. Et du coup, bah, ils nous recontactent. Nous, on confirme que, ouais, on a toujours très envie d'être mère et toujours de cette manière et que pour nous, ça tient toujours. Et du coup, il se fait dépister parce que finalement, l'été passant, il avait un peu zappé. Bon. Et donc, bah, moi, ça me va bien parce que du coup, on a un dépistage très récent. Oui. Et donc, bah, on avait déjà vu comment on ferait. Donc, on savait déjà que nous, on irait dans la ville où il habite. Parce que déjà, quand on demande à une personne de faire un don comme ça, on peut en plus lui dire, et tu fais 600 bornes parce qu'on habite là. Et non, merci. À tes frais. Histoire que c'était pas si loin de chez nous, mais ouais, c'était plutôt pratique ça aussi. C'était pas tout près, mais pas loin non plus, donc c'était parfait pour y aller sur un week-end en voiture. Voilà, ça faisait petit week-end de vacances, on loue un Airbnb, et puis pendant notre week-end en amoureuse, il y a 2 fois un don et surtout 2 inséminations. Et on fait un bébé. Et on fait un bébé. Ouais. Et donc on a commencé à caler sur. Donc moi, je suis partie en Belgique début septembre pour ma formation de doula. Et donc, à force de suivre mon cycle, je savais quand est-ce qu'allait tomber mon ovulation. Et donc, j'ai pas du tout fait de test d'ovulation. Et donc, on lui a dit, bah, est-ce que t'es dispo tel week-end en gros, est-ce que t'es OK pour caler ton week-end en fonction de l'ovulation de Marion? Et ça, c'est étrange. On dit, ça serait quand même, la petite pression, ça serait bien que ça marche assez rapidement parce que combien de fois il va être OK pour le faire? Ouais. Donc ça, moi, c'est ce qui me stressait un petit peu. Mais en même temps, on se disait, on n'a pas de contrôle dessus, donc oui. on verra. Toi, ton ovulation va tomber sur un week-end. Il y a ça aussi. Et le premier essai, c'était mon ovulation est tombée quelques jours avant le week-end. Donc, c'était franchement pas optimal, mais on s'est dit, bon, on a réservé le B&B, faut bien qu'on commence à un moment donné. Ça se trouve, j'ai des ovules ultrasoniques qui résistent plus longtemps que les autres. Ouais, parce que en théorie, un ovule, une fois qu'il est sorti de l'ovaire, il survit 24 heures. Donc, s'il n'est pas fécondé dans les 24 heures, après, c'est pas la peine. Alors que les spermatozoïdes, ils survivent 5 jours. Ils peuvent aller jusqu'à 5 jours. Donc, du coup, forcément,
vaut mieux ovuler un tout petit peu après qu'un tout petit peu avant. Mais ce qu'on se disait au-delà de peut-être qu'elle a un ovule supersonique, on se disait surtout, si ça se trouve, elle a pas ovulé mercredi. Si ça se trouve, c'était vendredi, samedi, parce que vu que c'est un ressenti, on peut pas être sûr à 100%. Elle est très à l'écoute de son cycle, etc. Donc on se doutait bien qu'elle s'était pas trompée. Mais on se disait, si ça se trouve, en fait, elle a pas ovulé, et du coup, c'est vendredi ou samedi, et du coup, bah, ça vaut le coup, on y va, quoi. Et je voulais pas faire de test d'ovulation parce que c'était déjà trop dans le contrôle, trop médical pour moi. Oui. Et ça me stressait, en fait. Donc, je m'étais dit, je sais que le mieux, c'est que je sois le plus détendue possible. Donc, si je sais que ça va me stresser, je veux pas le faire. Ouais. Donc, et puis effectivement, je suis vraiment à l'écoute de mon cycle et je sais quand j'ovule, je sais, oui. Ouais, et puis en plus, dans tous les cas, on aurait fait quoi? On aurait vu, ah bah oui, bah c'est mercredi, t'as ovulé. Bon, bah est-ce qu'on annule le week-end? Ou est-ce qu'on y va quand même, on fait comme si de rien n'était, et on est parfaitement consciente qu'on fait venir ce mec pour rien? Mais on trouve. C'est pas chouette, quoi. Non. Alors que là, on était encore dans le non, on sait pas, et Puis on avait espoir, quoi. Et puis on était pleine d'espoir, ouais, on y croyait beaucoup. Et alors? Et donc il se pointe et on le rencontre pour la première fois et on est fébriles toutes les deux. Et lui aussi, je pense. Hein. Ouais, c'est un peu, c'est vraiment bizarre de rencontre. Ouais. Ouais, salut. Ouais. En plus, on avait un peu merdé parce que on voulait prendre un Airbnb avec une chambre à part pour qu'il soit tranquille pour faire son don et que nous ensuite on soit dans une chambre tranquille. Et en fait, c'était une chambre vitrée. Donc du coup, bah, il était en salle de bain, c'était pas très confortable. Oui, c'est clair. Donc on était un peu à l'endroit, bon. Ouais, mais bon, c'était la toute première rencontre, le tout premier don le vendredi soir. Et on savait qu'on ferait deux essais dans le même week-end pour maximiser les chances. Et donc le lendemain soir, le samedi, il est revenu faire son deuxième don. Et quand on a fait la première fois, on savait pas trop bien ce qu'il fallait faire ou pas. On s'était quand même renseigné. On était avec une pipette de Doliprane pour enfants. Puisqu'elle est longue et ronde au bout. Donc, il n'y a pas de risque de me blesser à l'intérieur. Et on se demandait, est-ce qu'il faut que la pipette soit déjà à ma température? Donc, est-ce que je me la mets déjà dans le vagin avant le don? Ou est-ce que ça change rien? À quelle vitesse il faut faire l'injection? Tout doucement ou alors plus vite? Parce que si on va vite, peut-être qu'on en écrabouille plein, mais en même temps, on leur donne des éléments. Alors que si on va doucement, peut-être qu'ils arrivent tout doucement et du coup, ils vont jamais réussir à passer le coin. Comment savoir? Oui, c'est vrai que donc on était un peu... Ouais, c'est sur la technique. Puis comme c'est interdit, c'est hyper dur de trouver des ressources en fait. Ah, c'est clair. Ouais. Donc en fait, faites au feeling, faites comme ça vient, ça ira ou ça ira pas, mais ça dépend pas du geste de la pipette. En fait. Non, il y a des témoignages positifs des deux côtés. Donc, Et puis après aussi, donc moi j'avais le bassin surélevé sur des coussins et on savait qu'il fallait rester dans cette position. En tout cas, que je reste allongée au moins une demi-heure, mais pour y aller à fond, je suis restée 2 heures allongée avec une envie d'aller aux toilettes incroyable. Oh là là, envie de faire pipi, mais bon, on fait tout bien le mieux possible et donc on était stressés clairement. Et moi, je suis allée chercher des sushis. Toujours. On parle de tous les moments. Il y a des sushis. Et en Ariège, il y en a très peu. J'en profite pour passer un message. Il y a trop peu de magasins. Si quelqu'un veut monter une franchise de sushis en Ariège, c'est le moment. Exactement. Il y a déjà des clients. Et du coup, derrière ce premier essai, nous, on se dit que si, il y a des signes. Marion, elle a l'air d'être enceinte et tout. Et en plus, ses règles ont du retard. Quand même. Ouais. J'avais le ventre hyper arrondi, tout dur. Et ouais, j'avais 5 jours de retard. Ce qui n'arrive jamais. Jamais. Et donc, on y croit très fort. Et puis, je m'étais dit, je ferai pas de test de grossesse parce que, de toute façon, si mes règles n'arrivent pas, on sait ce que ça veut dire. Et puis, en fait, c'était horrible de tenir. Les 2 semaines après les inséminations, c'était... Tous les jours, tout le temps, chaque minute, on se posait la question. Ah ouais, on l'a très mal vécu. Ah ouais, on espère
comment y croire, comment ne pas y croire, comment ce sera quand on saura, et si c'est non, qu'est-ce que ça veut dire, si c'est oui, qu'est-ce que ça veut dire, pourvu que ce soit oui. Moi, j'étais pas aussi patiente qu'elle, j'avais des tests de grossesse bien planqués dans mon sac, je l'avais pas dit. Et quand jamais changé d'avis, on était prêts. Je lui avais pas dit parce que c'est son corps, c'est dans son ventre qu'on essaye de favoriser que le bébé s'accroche. Donc pour moi, il fallait qu'elle se sente parfaitement bien à chaque instant. Donc c'était pas la peine de venir l'embêter avec si, moi je crois qu'il faut qu'on ait un test au cas où, si c'est pour la crisper, ça n'a aucun intérêt. Oui. Mais voilà, je les avais planqués dans mon sac. Je les avais. J'étais prévoyante. Ouais. Et alors, test ou pas test? Finalement, test. Et le test s'est révélé négatif. Je l'ai fait le premier jour présumé de mes règles. Et puis, il était vraiment, il n'y avait pas de doute, quoi. Il était clairement négatif, mais mes règles n'arrivaient toujours pas. Ouais. Donc j'allais refaire un deuxième test pour me dire, peut-être qu'il a déconné, en fait, le premier. Et le matin où je me suis levée pour le faire, en fait, c'est là que j'ai saigné. Donc, mais je l'ai plutôt bien vécu de saigner. Je me disais, c'est bien, j'ai un nouveau cycle qui arrive, j'ovule dans 2 semaines, c'est ok, puis au moins j'arrête de me poser la question, je peux me détendre, j'ai bu un verre de vin rouge, nickel. Oui, et puis c'est vrai que c'est quand même, on passe par des phases d'attente qui sont intenses, et quand on peut relâcher la pression, même si c'est pas dans le bon sens, ça fait tellement de bien. Ouais. Ah ouais. Oui, puis on était quand même assez renseignés sur comment ça se passe dans le ventre. Donc on savait que il y a à peu près, je crois, 1 chance sur 4 que l'œuf soit fécondé par un spermatozoïde. Et une fois qu'il est fécondé, encore faut-il qu'il s'accroche à une paroi de l'utérus. Donc c'est pas gagné. Et du coup, on fait tout pour favoriser que ça s'accroche. Et donc on évite les contractions abdominales de Marion, etc. Donc ça veut dire que pendant toute une période, Marion, moi je la traite déjà un peu comme une princesse, c'est moi qui porte, on fait en sorte qu'elle soit pas fatiguée, elle boit pas d'alcool, elle fait attention à ce qu'elle mange. Bon, elle fait plutôt attention à ce qu'elle mange d'habitude, mais voilà, c'était quand même un effort de plus du tout boire d'alcool et puis de jamais rien porter. J'aime beaucoup le vin rouge. Ouais, c'est ça. Non, mais voilà, puis Marion, elle est très active, donc c'était presque contraignant pour moi de lui dire non, tu soulèves pas cette table, je m'en occupe. Enfin, donc c'est plein de petits trucs qui font que on investit pour que ça marche. Donc on espère que ça marche. Et puis ça marche pas. Et puis cette attente, c'est pareil, il y a vraiment peu de témoignages, mais que ce soit des couples hétéros ou de peu importe quel couple, on n'en parle pas de ce moment où on essaie de faire un bébé et on attend et on ne sait pas si ça va être du sang qui va arriver ou si ça va être un bébé qui est en train de se construire. C'est vraiment étrange comme sensation. Et puis du coup, toutes ces choses qu'on fait de pas la laisser, enfin que moi je porte à sa place, etc. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est pour se donner l'impression qu'on a un tout petit peu de pouvoir et qu'on a un tout petit peu de contrôle, ou est-ce qu'on est complètement impuissante en vrai? Ça, je saurais pas le dire. On sait pas, on saura jamais, je pense. Non, on saura jamais. Toujours est-il que ces 5 jours de retard ont permis à mon ovulation suivante de tomber pile poil sur un week-end. Parfaitement. Ouais, là c'était vraiment vraiment parfait. Et donc c'est pareil. Ok, Marion a ses règles. Est-ce que tu es à nouveau dispo dans 2 semaines pour pendant l'ovulation? Oui, ok, super. On réserve un B&B, on y va. Avec une vraie chambre. Oui, sans verrière. Et c'était chouette d'ailleurs, ce deuxième. Et puis on connaissait, il y avait déjà des petits rituels qui se mettaient en place. Et il n'y avait pas la découverte, quoi. C'était plus confortable. Oui. Ouais, je sais pas. En fait, l'ambiance était plus cosy, chaleureuse. Même pour faire nos affaires, moi je savais que dans mes petites affaires, j'avais envie qu'il y ait une guirlande lumineuse pour mettre dans la chambre, la bougie, le flacon d'huile essentielle que j'aime bien. Enfin, on avait mis plein de petites choses en place comme ça pour juste s'ancrer dans le moment présent et des petits cristaux, plein de petites choses comme ça. Ouais. D'accord. C'était c'est sûr que... quoi. Ouais. Et pourtant, il y avait des choses pour que ce soit plus stressant. Hein. Il y a eu des problèmes de covoiturage. Le donneur a failli pas réussir à venir parce qu'en fait, il n'était pas dans sa ville à ce moment-là. Donc, le temps qu'il rentre, enfin,
Il y aurait pu avoir des choses qui nous passent, etc., mais on est resté très zen, très c'est le bon moment, elle ovule, à un moment donné, le don va se faire et l'insémination va se faire. On était dans une super dynamique. Ouais, on était bien. Ouais. On était bien. Et puis là, on a Et fait donc, le don se fait. les inséminations le matin. Ouais, le samedi matin et le dimanche matin. Et puis pareil, c'était plus détendu parce que on l'avait déjà rencontré, on avait déjà échangé à nouveau. Enfin, c'était. Puis on avait déjà vécu ce moment dont on parle pas trop aussi de pendant qu'il fait le don, on fait quoi nous? Est-ce qu'on regarde la télé? Est-ce qu'on fait pas de bruit? Est-ce qu'on discute? Et si on discute, on parle de quoi? Ça, c'est bizarre quand même. Ça dure pas 4 heures, mais n'empêche que c'est un drôle de moment. Et ça aussi, on l'avait déjà vécu, donc on était hyper tranquille. On savait que ça s'était déjà passé 2 fois. Ouais, on savait, on met la musique, on regarde les prospectus de la région, on discute. On fait semblant de s'intéresser aux balades qu'il y a autour pour avoir une conversation banale. Et puis ça va très vite. Comme si tout était normal. Et tout était normal en fait. Ça n'était plus puisqu'on l'avait déjà fait. C'est ça. C'est qu'on n'était pas fébrile, juste. Voilà. On était assez tranquille. Et donc, 12 jours, 14 jours même d'attente. Ouais. 14 jours d'attente à nouveau. Et là, d'autres signes, des signes plus forts de crampes dans le bas-ventre et puis d'une fatigue. Oh, t'as été épuisée très vite. Elle faisait une phrase complète, elle était essoufflée à la fin de la phrase. Ah oui, c'est pas courant quand même. Non, c'est sûr. Donc on s'est dit... Ça arrive, mais au 8e mois de grossesse. Ouais, c'est clair. Et en fait... moi, j'essayais de pas trop voir les signes parce que j'en avais déjà quand même pas mal vu sur le cycle d'avant. Et j'essayais de me dire, je sais pas, on verra. Mais Maëva, t'étais à fond. Et Maëva, depuis le début qu'on parle de maternité, elle dit, ça fonctionnera au 2e essai. Depuis le début, elle dit, je le sais, j'ai l'intuition, ça va fonctionner au 2e essai, c'est comme ça. Ouais. Après, je l'ai pas dit aussi brutalement que ça parce que j'aurais pas été déçue que ce soit au 1er. Mais je disais qu'effectivement, moi, j'avais cette intuition, je savais pas comment ça allait se passer, mais j'avais l'intuition que ça marcherait au 2e. Et donc, beaucoup de chance, ça a fonctionné. On a refait des tests de grossesse parce que je tenais pas. Ouais. Et le premier test, on l'a fait légèrement avant mon premier jour présumé de règles. Et donc, il était très clair, mais il y avait un petit soupçon. Moi, au début, j'ai rien vu. Et puis, en fait, Maëva, à force d'observation, et puis on avait gardé le premier comme comparatif. Ah oui, c'est comme relique aussi. Comme souvenir. C'est ça. Et puis là, t'as vu la 2e petite barre. Il y avait une ombre, il y avait une toute petite ombre rose. Alors c'était peut-être pas grand-chose, mais n'empêche que sur l'autre, il y avait aucune ombre de rien du tout. Et là, on est 6 mois. Il y a toujours une ombre rose, donc on la voit. Bon, elle existe, elle est très légère, mais elle existe. Donc là, on a eu vachement espoir. Et puis il y avait pas de règles du tout. Donc non, et on a refait un 2e test le premier jour présumé. Et là, la barre était très nette. Ouais. Et puis, je pense que 5 jours après, j'ai été faire une prise de sang. Aussi pour checker, moi j'ai une hypothyroïdite depuis des années. Et donc, ça me permettait de voir aussi au tout début comment c'était réglé. Oui. Et donc, j'ai fait la prise de sang 5 jours après le 2e test. Et puis on a eu une belle première petite reconnaissance de notre couple et de notre famille parce que la secrétaire du labo nous a dit oh mais vous devez être trop pressés d'avoir les résultats toutes les deux, appelez-nous à 12h30, on les aura déjà, comme ça vous n'êtes pas obligés d'attendre de les avoir sur internet. Ah super. Et oui, ça nous a fait vraiment plaisir qu'elle nous voit comme un couple parce que en vrai Maëva elle aurait pu être ma pote, ma sœur, peu importe. Ouais, c'est ça. Et non, elle nous a vus et en fait ça fait hyper plaisir au tout début. Et il y avait même un truc parce que je crois que sur ta carte de sécu, il y avait ton nom de jeune fille. Et à un moment donné où elle a dû t'interroger sur ton couple ou quoi, tu lui as dit que non, t'étais mariée avec moi et que ton nom, maintenant, c'était le mien. Et du coup, elle avait fait tout un truc pour pouvoir changer le nom et je crois qu'elle avait pas pu pour telle chose, mais que pour la prochaine, ce sera fait. Enfin, elle a vraiment fait en sorte que, Marion, elle s'appelle plus comme ça, elle s'appelle comme ça, on met son nouveau nom. Il n'y a pas de souci. Ouais, c'est génial. C'est génial. C'est pas compliqué, c'est pas difficile, elle le fait, puis voilà.
C'est Ouais. joli. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que, pardon, moi dans ma tête, j'étais tellement en mode, j'aimerais tellement que Marion soit enceinte, j'aimerais tellement que Marion soit enceinte, j'aimerais tellement que Marion n'ait pas ses règles en novembre, et qui s'est transformé en pas de règles en novembre, pas de règles. Et je n'ai pas eu mes règles au mois de novembre. Alors que pareil, C'est je vrai? rate pas un cycle. Et là, c'était tellement important qu'il n'y ait pas de règles en novembre que j'en ai pas eu non plus. Ah, mais c'est fou, c'est fou. Ouais, je me suis demandé si j'allais faire une grossesse nerveuse ou une couvade ou quoi, mais Est-ce que tu as fait un test de décembre grossesse? est arrivé. Non, non, mes règles sont revenues au mois de décembre. C'est ça, sur le coup, je lui ai dit, attends, t'as pris la pipette après moi, qu'est-ce que t'as fait? Oh le bordel, t'imagines. Claire. Ouais. Claire. Mais ouais, du coup, c'était rigolo parce qu'on comptait mes semaines d'aménorrhée, puis on comptait celles de Maëva aussi. Ouais, moi j'en ai eu 8. Excellent. C'est très très drôle. Ouais. Ouais. Est-ce que vous avez prévenu le donneur alors? Oui, alors on lui a dit on lui a dit assez vite qu'il y aurait pas besoin de faire un 3e essai parce que Marion était enceinte et que du coup, bah maintenant on croisait les doigts et voilà quoi. Et il nous a répondu que, je sais plus comment on se l'est dit, mais en gros que bah ouais. Je crois que nous on a dit un truc du genre on croise les doigts pour les 3 premiers mois puisqu'il y a toute une polémique sur ces 3 premiers mois et que lui il a dit un truc genre oui et puis pour la suite aussi. Et voilà. Ouais, voilà, donc on sait qu'il attend plus de nouvelles. Non. On n'a pas à lui en donner et c'est très clair entre nous, donc c'est parfait. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, Marion, tu es enceinte de 6 mois, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, la fin du Comment ça se passe pour vous, l'accompagnement? Parce que toi, tu es doula, donc finalement, c'est ton métier, donc tu as un regard quand même assez Oui. professionnel sur la question. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? On fait appel à une doula aussi Justement. pour nous accompagner. On a une doula qui nous accompagne, qui est doula postnatale. Donc, elle sera surtout là pour être avec nous au tout début de la vie de notre bébé, dans l'organisation de la famille, et puis quand on sera bien claqué, et que je resterai allongée le plus possible. Ouais. Et puis, elle a vraiment développé ce côté fée, FEE, qui vient prendre soin du couple sans s'imposer dans le couple. Et par exemple, elle a construit des menus hyper bien pensés pour la mère qui a accouché, pour qu'elle puisse récupérer bien et tout. Et donc, bah voilà, dans son accompagnement postnatal, elle propose certains menus et après elle nous amène les plats qu'elle a préparés et pouf. Ou alors elle les cuisine chez nous, on s'occupe des ingrédients puis elle cuisine tout chez nous et ça fait partie de prendre soin du couple. Et ouais, puis elle est formée aussi un peu en Ayurveda, du coup elle va nous préparer des trucs vraiment régénérants pour mon corps et tout ça. Et puis surtout, si on l'a choisie elle, c'est aussi parce qu'elle est sensibilisée aux droits des personnes LGBTQIA+. Et elle fait, elle a accompagné aucun couple de femmes. On est le premier. Et donc c'est chouette parce qu'il y a des petites choses où on sent qu'elle est Lorraine, si tu nous écoutes. Coucou. Elle est attentive à comment on a envie d'être appelé, comment on nomme le donneur quand on parle très rarement de lui en fait, mais c'est ça. Elle nous dit jamais, elle nous a jamais dit et le père c'est qui, ce genre de truc qu'on peut attendre ailleurs. Bien sûr. Et puis elle est consciente parce que, enfin, à ma connaissance, elle n'est pas LGBTQIA+, mais en fait, j'en sais rien précisément. Mais par contre, elle est consciente qu'elle est peut-être pas entièrement déconstruite. Tout comme moi, je suis très féministe et il y a des trucs sur lesquels même moi, je suis pas encore déconstruite et je subis encore et je produis encore du patriarcat. Elle a bien conscience de ça et du coup, elle nous a bien fait comprendre qu'elle était hyper ouverte pour qu'éventuellement on la guide, qu'on la corrige, qu'on lui fasse savoir que ça, on préfère plutôt le dire comme ça. Et ça, c'est vachement agréable de savoir que, oui, ok, et nous, pareil, hein, nous aussi, des fois, on peut être maladroite avec nous-mêmes. Oui. Et que ça, c'est pas... Parce que moi, j'ai peur aussi des faux alliés, des faux amis, si, moi, je suis parfaitement au courant, j'ai tout lu, donc si je te dis que tu peux t'appeler comme ça et que c'est une bonne chose, et ben c'est que tu dois le faire. Ben non, on sait jamais à la place des gens. Donc c'est une approche aussi qui me rassure beaucoup, moi, avec elle. Ouais. Oui, par exemple, sur
l'accompagnement du couple, souvent on dit la maman en parlant de la femme qui porte l'enfant. Mais or nous, si on dit la maman, on ne sait pas de qui on parle parce qu'il y en a deux. Donc il n'y a pas la maman, il y a les mamans et il y a Marion et il y a Maëva où il y a la maman qui porte ou la maman qui adopte. Et c'est tout un vocabulaire qu'on a établi entre nous. Et il y a d'autres couples de femmes qui n'utilisent pas le même que le nôtre. Et c'est très bien. Ouais. Et donc, ouais, elle est attentive à ça. Juste d'avoir une doula qui est attentive à ça, c'est très fort. Et après, dans les autres personnes qui nous accompagnent, moi, j'ai rencontré un médecin traitant qui s'est juste réjoui de notre parcours, qui a juste dit « Yes, génial !» et qui n'a posé aucune question sur la conception. Il a jamais dit ça, comment c'est vous allez. royal. Et je suis ressortie du rendez-vous en me disant « Mais il m'a pas demandé ?» Et non, il m'a pas demandé. Et c'est la seule personne. Et c'était... Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Bah oui. Et est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est qu'une doula? Parce que je pense que c'est un métier qui est encore très peu connu en France, qui d'ailleurs n'existe pas encore, je sais pas, n'existe pas, pardon, c'est très maladroit, qui d'ailleurs n'est pas encore beaucoup pratiqué. C'est un métier par contre qui existe beaucoup dans les pays du Nord, en Amérique aussi du Nord, en Amérique du Sud aussi, mais qui en France n'est vraiment pas connu et même reconnu, j'ai envie de dire. Même en Europe, ça arrive petit à petit. On est de plus en plus de doulas à être formés, à se former, et d'autres qui se forment pas aussi, et c'est ok. Et il y a en fait une doula, c'est une accompagnante non médicale à la naissance. Donc elle propose un soutien émotionnel et aussi physique. Comme tout à l'heure on disait, Lorraine, notre doula, après la naissance, elle viendra nous préparer des bons petits plats chauds pour régénérer notre corps. Ça, c'est son accompagnement et son soutien physique. Son soutien émotionnel, c'est qu'elle va s'assurer de savoir comment on va et d'être l'oreille. C'est ça, sa qualité, c'est l'écoute active. Elle va nous demander comment on va. Elle va pas nous demander si notre bébé fait ses nuits. Elle va pas nous demander si... Enfin, je dis elle, mais en fait, je peux dire je, puisque je suis doula aussi. Quand je prends des nouvelles des mamans que j'ai accompagnées, des couples que j'ai accompagnés, je leur demande pas comment leur bébé dort. Je leur demande comment toi tu dors, comment tu te sens dans ton corps, comment tu vas. Et oui, on comprend. C'est vraiment la maman dont on s'inquiète. Oui. Ou les mamans, enfin le couple, quoi. Ouais. C'est clair. Et donc, souvent on dit, ok, est-ce que c'est un peu une sage-femme parce que la doula peut être là à la naissance. Elle peut être là à la naissance à condition qu'il y ait une sage-femme, puisque la sage-femme, son rôle, c'est le soutien médical. C'est celle qui s'assure que la maman qui porte le bébé et le bébé qui va naître sont en bonne santé. Or moi, en tant que moi, je suis incapable de dire. Je sais pas prendre un monito et écouter le cœur d'un bébé. Je sais pas le faire. Ça fait pas du tout partie de ma formation. Donc c'est tout. En fait, ça vient de quand on remonte il y a des générations et des générations, quand on s'éloigne du patriarcat médical, quand on retire les médecins obstétriciens et donc les hommes qui sont arrivés dans les salles d'accouchement. Avant, c'était les femmes qui se transmettaient la confiance en leur corps et leur plein pouvoir, leur pleine capacité à faire naître leur bébé. Et ça n'existe plus puisqu'on vit loin de nos mères, on vit loin de nos grands-mères et même vu qu'il y a eu entre deux ce patriarcat médical, on n'en parle pas trop. Ou alors quand on en parle, on n'en parle pas du tout. Ouais, on dit ça fait mal, tu vas souffrir, l'accouchement c'est horrible, on en a peur, alors que la doula elle est là pour venir remettre, reconnecter les femmes à leur plein pouvoir, à leur plein potentiel de faire naître leur bébé, puisqu'elles ont toujours fait ça depuis que l'humanité existe. Et voilà, c'est ça mon métier. Et c'est un très beau métier. Et alors, où commence l'accompagnement de la doula et où il se termine ? Alors, ça peut commencer dès la préconception.
en cas, par exemple, de Mhm. questionnement sur la fertilité ou de difficultés autour de la fertilité et d'avoir un soutien émotionnel quand le médical prend énormément de place ou même juste le mental vient prendre trop de place. D'avoir un espace, une personne auprès de qui déposer, c'est ça, c'est dès le début, dès le désir d'enfant en fait. Et c'est vraiment un soutien au couple. Et c'est ça qui est très intéressant avec ce métier, c'est que vu que c'est peu connu, les gens qui commencent à en entendre parler, ben souvent il y a le parent qui ne porte pas qui va dire mais si on a une doula, je vais faire quoi moi? Si elle vient pour t'écouter quand ça va pas et pour faire à manger quand t'es fatigué et que si elle est dispo ou qu'elle a le temps, elle va aussi faire un coup de ménage. Moi, le parent qui porte pas l'enfant et qui donc n'accouche pas et ne suis pas épuisée, je fais quoi finalement? Et en fait, la doula, non, elle s'occupe pas de la mère qui a accouché ou de la personne qui a accouché. Elle s'occupe du couple. Donc, par exemple, pendant la naissance, elle va s'assurer que le couple écoute ses propres envies. Elle va s'assurer qu'elle préserve la bulle du couple et elle va être autant à Mhm. l'écoute du parent qui porte que du parent qui adopte ou qui ne porte pas ou elle s'intéresse aux 2 et par exemple, elle peut très bien, si, Marion dort et que, c'est moi qui ai besoin de parler ou c'est moi qui ai besoin de manger un truc chaud ou quoi, elle va pas dire: «Ah non, toi tu as pas accouché». Elle va dire: «Ouais, pas de problème, je te le réchauffe. Marion, elle a mangé il y a 2 heures, toi tu en as envie maintenant, je te le réchauffe, il y a pas de souci». Bon, c'est très Ouais, il est vraiment dans l'accompagnement. ouais, c'est ça. Bon après, je suis très, pragmatique avec le repas, mais c'est sur tous les domaines de l'accompagnement que ce soit avec Lorraine ou quand on échange avec Marion sur son métier, c'est s'intéresser au couple et s'assurer que le couple va trouver son équilibre et son plein potentiel, de donner naissance et d'être parent. Mhm. Et donc finalement, elle intervient aussi après la naissance, là à un moment où souvent on se retrouve seul parce que l'accompagnement médical il s'arrête dès la naissance ou quelques jours après puisque les sages-femmes peuvent intervenir dans les 10 jours qui suivent la naissance. Et c'est dès lors qu'il n'y a plus cet accompagnement-là qu'on est nous, maman, complètement perdus. C'est clair. Ouais, c'est là qu'il y a c'est dans les pays de l'Europe du Nord, je crois que c'est en Finlande, mais je dis peut-être une bêtise, donc ce sera à vérifier. Les accompagnantes à la naissance, je crois qu'elles sont pas nommées doula, mais accompagnantes à la naissance sont remboursées. Oui, je crois que c'est ça. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, elles sont Oui, remboursées. alors qu'en France, pour le moment, Non, Oh là là! on en est loin puisqu'on n'a même pas de statut juridique. c'est ça, on n'a pas de statut juridique. Donc Oui. et donc ça peut s'arrêter. Souvent, quand même, les parents font appel à la doula au cours du premier trimestre ou du deuxième trimestre. Des fois, ça peut même être juste à la fin quand le projet de naissance est bousculé et changé. Ça peut être vraiment à la fin. Mais disons qu'en général, c'est au début du deuxième trimestre qu'on fait appel à D'accord. mais il n'y a pas de règle, en fait. C'est quand les parents sentent qu'ils en ont besoin et voilà. Et jusqu'à ce que l'équilibre familial soit trouvé, mais ça peut même être en fonction des compétences de chaque doula. Il y en a certaines qui sont spécialisées dans l'allaitement, donc elles vont continuer l'accompagnement pour l'allaitement. Il y en a d'autres qui sont monitrices de portage. Il y en a d'autres qui font des massages ou d'autres qui sont profs de yoga. Oui, il y a les soins Rebozo aussi. Donc ça s'arrête quand les parents n'ont plus besoin d'accompagnement. De manière plus pratique, ce qu'on observe, c'est que souvent, il y a à peu près 5 séances réparties entre le pré et le postnatal. Donc, on se voit à peu près 5 fois, des fois plus, mais rarement moins quand même, puisque le but pour pouvoir avoir pour pouvoir proposer ce soutien émotionnel, c'est qu'il y ait une confiance entre la doula et les parents. Et donc pour ça, il faut qu'on ait échangé. Donc souvent, on voit à peu près 5 fois entre le pré et le postnatal. Et puis, la séance que je trouve très intéressante et très importante et pertinente en post, c'est le besoin de faire son récit de naissance. Comment s'est passé mon accouchement et d'avoir quelqu'un qui connaît les accouchements, qui sait ce que c'est, pour pouvoir vraiment aller dans les détails. Et c'est hyper libérateur de pouvoir oui, complètement.
aller c'est ça, de pouvoir détailler tout ce qui s'est passé, tous les ressentis, et même plusieurs semaines après de revenir dessus, parce que c'est tellement bouleversant de faire naître son bébé, mais de naître mère aussi. Et en fait, les deux personnes du couple ont besoin de le faire, ce récit d'accouchement. Parce qu'il y a la transformation physique et les ressentis physiques, mais il y a aussi de voir sa compagne toute ouverte et faire naître son bébé, et qu'est-ce que ça fait de recevoir son bébé dans ses mains et de l'avoir contre soi. Et cette séance-là en postnatal, elle est tellement riche, et puis à chaque fois je suis toute pleine d'ocytocine quand j'entends les récits. J'adore ça. Tu m'étonnes. C'est vrai que c'est magique. Ouais, puis moi, ce que je trouve formidable sur le postnatal, au-delà de ça, c'est que combien de fois dans les copines autour de moi, j'ai entendu dire mais en fait, c'est vachement dur parce que le bébé est né, mais tout seul, il n'y a pas de mode d'emploi qui arrive avec. Et en fait, pour moi, ça Oui, c'est vrai. vraiment ce moment où il y a un chamboulement hormonal, où du coup, il va y avoir une chute d'hormones qui fait que la mère, voilà, le baby blues va souvent partir de la chute d'hormones, et après, soit la mère se sent bien et bien entourée, etc., et a de la chance aussi, je maîtrise pas assez le sujet, soit des fois, ça se transforme en un postnatal, un postpartum un peu difficile, voire très difficile. Et du coup, la doula, ça va être une personne qui n'aime pas le couple. C'est pas, enfin, elle les aime, mais je veux dire, c'est pas un membre de la famille qui, du coup, va mentir aveuglément en disant si tout va bien, ou qui va rassurer et on sait pas si on peut lui faire confiance. C'est une personne tierce, externe, qui va venir dire: oui, tu es une bonne mère, oui, tu donnes à ton bébé ce dont il a besoin, oui, tu es un bon père ou une bonne mère aussi, et qui va venir dire, ben voilà, là, si ton bébé il perd du poids, en fait, c'est normal. À la naissance, il s'est passé ça. Donc, en ce moment, dans son corps, il se passe ça. Donc, et en fait, c'est presque le mode d'emploi qui manquait à la base, Complètement. d'avoir une explication, parce que en prénatal, c'est vachement bien parce qu'il y a des chamboulements incroyables, et que de comprendre comment ça se passe un accouchement physiologiquement, bah, c'est hyper important pour réussir à le vivre et être sereine quand on vit les étapes qui peuvent être difficiles. Mais en postnatal, c'est pareil. De savoir que si mon bébé maigrit, en fait, c'est normal. De savoir que si je me sens très mal alors que je viens d'être mère ou père, eh ben, c'est normal aussi, ça arrive. Et de savoir que si j'ai besoin de voir mon bébé, de l'avoir tout le temps avec moi, mais que j'ai aussi besoin d'être tranquille et toute seule, c'est normal aussi. C'est parce qu'il y a un corps à se réapproprier qui est maintenant de nouveau seul, etc. Et ça, c'est une mission pour moi qui est fondamentale dans la construction du lien, dans la construction de la famille équilibrée, sereine. Parce qu'en plus, comme on dit, je sais plus qui c'est qui disait ça, si la mère qui a accouché, en fait, il faut tout faire pour que la mère qui a accouché se sente bien. Tant qu'elle est bien, l'enfant, le partenaire, tout le monde sera bien. Mais si elle est pas bien, tout le monde va le sentir et ça va être pesant pour tout le monde. Donc s'assurer qu'elle vit son postnatal et qu'elle comprend ce qui se passe, et c'est fondamental pour moi. Et la doula est tellement bien outillée pour accompagner ce moment. Voilà. Ouais, non, mais c'est sûr. C'est clair que le métier de doula, il est complètement complémentaire au métier de sage-femme. Et en fait, le point vraiment pour moi positif de la doula, c'est que la sage-femme, elle est limitée en temps. Elle est limitée et puis c'est quand même très médical, même si maintenant les sages-femmes, je trouve, ont des approches qui sont beaucoup plus bienveillantes, beaucoup plus globales. Elle reste quand même limitée en temps. La doula, elle compte même pas son temps, enfin, même si forcément elle a son temps à respecter, mais la doula, son unique objectif, c'est le bien-être du couple. C'est ça. C'est ça. C'est ça, la sage-femme, elle a plus une mission préventive et d'accompagnement un peu plus médical, alors que la doula, son objectif, c'est plus de répondre aux besoins du couple jusqu'à sa sérénité, finalement. Complètement. C'est vraiment un métier qui est magnifique et dans lequel je comprends qu'on s'épanouisse totalement, surtout quand on est proche de tout ce qui touche à la maternité et qu'on apprécie. En tout cas, ouais, félicitations pour cette réorientation que je trouve vraiment bluffante, parce que c'est pas aujourd'hui un métier qui est encore très connu, et que se lancer dans l'inconnu, justement, c'est pas simple, mais qu'en même temps, c'est une vraie vocation à mon sens. Oui, c'est clair. Et puis c'est
c'est vraiment l'amour de la maternité, en fait. Le fait Oui, c'est ça. d'être, même l'amour de l'accouchement, parce que de pouvoir accompagner des femmes qui peuvent avoir des craintes, avoir peur d'accoucher, parce qu'il y a c'est tellement médiatisé, négatif et douloureux un accouchement, que de pouvoir avoir des clés de compréhension sur ce qui se passe dans le corps pour pouvoir mieux le vivre et donc trouver des outils une fois qu'on comprend. Ça veut pas dire que ce sera forcément merveilleux pour tout le monde, c'est pas ça. C'est juste de comprendre ce qui se passe. Ça permet de pouvoir juste être mieux outillé pour traverser. Moi, quand je sais pourquoi j'ai mal à la tête, eh ben, ça m'aide à savoir comment contrer le mal de tête. Ouais. Et Comment soulager, oui. Là, si on me dit d'aller à Paris en voiture, mais que j'ai pas d'itinéraire, je vais comment? Je prends ma voiture et puis, enfin, de savoir où les Oui. étapes qu'on va passer, mine de rien, c'est ça qui nous repère et qui fait qu'on roule sereinement et qu'on n'est pas à chaque panneau à se dire, tiens, c'est où Paris? Enfin, je veux dire, non, mais c'est Complètement. mais c'est un peu ça aussi. C'est de savoir Mais par c'est complètement ça. avant d'y aller, quoi, d'avoir un minimum de C'est complètement ça. Mm. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, et c'est ce qu'on s'est dit déjà bien en amont, on fera d'autres épisodes qui traiteront vraiment de l'accompagnement à la parentalité avec toi, Marion. Avec plaisir. Voilà, donc des épisodes qui seront un peu des hors-série et sur lesquels on abordera des thèmes plus précis qui pourront, à mon sens, vraiment nous aider et nous accompagner, particulièrement dans nos familles homoparentales où il y a quand même, mine de rien, même si on réclame l'égalité, il y a des spécificités qu'il faut savoir accompagner. Ouais. Et ça me tient vraiment à cœur parce que il y a tellement de professionnels de la naissance ou de la périnatalité ou même de l'accompagnement parental qui n'est pas outillé pour ça, et on s'est pris plusieurs bûches, nous, là, où on se dit, mon Dieu, mais il y a un manque d'informations incroyable, alors que nos familles existent et elles ont toujours existé. Alors Oui, et puis un manque d'information, C'est ça. tout en croyant être informé. Nous, on a eu des conseils éducatifs d'une sage-femme qui n'avait, c'était pas du tout son rôle, on n'avait rien demandé, et qui a expliqué comment on devait se faire appeler l'une et l'autre, et que ce qu'on avait choisi, c'était pas forcément bon, parce qu'elle connaît un couple qui a fait comme ça, un couple de femmes qui a fait comme ça, puis ça a pas marché, elles se sont séparées, mais quel rapport avec nous? Et puis que Oui, c'est la clair. lactation induite, non, parce que mettre le bébé au sein à tout bout de champ, c'est pas forcément une bonne chose pour le rassurer non plus, et des trucs qui, elle se veut informer et donc accompagner un couple de 2 femmes, et comme disait Marion, je suis sûre qu'à la fin du rendez-vous, elle s'est dit: «Oh là, j'ai fait un super boulot, je les ai bien aidés et tout». Alors qu'en fait, on n'avait rien demandé, et puis c'était dit d'une manière c'est la vérité. Ça c'était la vérité, et il était temps qu'on nous le dise. Et alors que non, c'est vraiment pas notre vérité, quoi. Nous, on réfléchit quand même beaucoup, on discute avec beaucoup de gens, et on connaît à peu près nos réponses, et quand on les sait pas, on sait consulter des personnes qui vont nous aider à réfléchir, et merde, quoi. Oui, non, mais c'est clair. C'est clair que pour le moment, on est encore, malgré tout, parce qu'effectivement, nos familles existent depuis très longtemps, mais malgré tout, c'est encore un sujet qui reste peu connu et peu étudié, j'ai même envie de dire. Et donc, du coup, on n'a pas les bonnes personnes en face de nos maternités. Ouais. C'est clair. Et ne serait-ce que dans les livres, on lit des livres hyper intéressants sur la maternité, sur la physiologie de la naissance, et à chaque fois, c'est la maman, le papa. Et nous, on est là à avoir à faire tout un travail cérébral pour adapter tout ce qu'on apprend et toutes les connaissances hyper intéressantes qu'on arrive à trouver dans ces livres ressources, mais qu'on doit tout le temps réadapter à notre famille. Il n'y a pas de livre comme ça pour nous. Ouais. Ou alors tellement. Il va falloir en écrire. Ou juste ouvert à toutes et tous. Pas forcément pour nous, mais complètement. Complètement. Mais ne serait-ce que les professionnels de santé, parce qu'il y en a peut-être qui écoutent et qui se disent: mince, est-ce que moi aussi j'ai peut-être été maladroite, est-ce que j'ai dit des choses que j'aurais pas dû? Mais évidemment, tout le monde peut pas être déconstruit et déconstruite comme ça, mais juste de se dire: tiens, est-ce qu'elles sont en train de me demander un conseil? Tiens, je vais leur demander de quoi elles ont besoin, et éventuellement, si je leur donne mon avis, je dirais:
ah bah tiens, moi ça me pose question parce que j'aurais peut-être peur de ça. Tiens, moi ça me pose question, est-ce que vous avez pensé à ça? Mais sans dire, ah bah attention parce que du coup ça va se passer comme ça. C'est là que ça devient Oui. agressif. Mais Donc, il ne faut pas que ce soit jugeant. même une personne non déconstruite, mais qui a une attitude bienveillante de dire, tiens, moi ça me pose cette question, qu'est-ce que vous en pensez? Bah tout de suite, moi c'est ok, je l'entends, il n'y a pas de souci, avec plaisir, on en discute. Hein. Mhm. Non, c'est clair. Votre vision des choses, elle est tellement rafraîchissante parce que puis tellement juste. Enfin, pour moi, c'est hyper engageant et encourageant dans ce qui va se profiler pour nous pour la suite. Oh merci. Mais c'est normal. D'ailleurs, en parlant de suite, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter pour la suite? Une équité dans les droits, c'est-à-dire que toutes les personnes LGBTQIA+ reçoivent les droits dont elles ont besoin pour avoir des familles aussi heureuses que les autres. Ouais, moi j'aimerais qu'on respecte notre intimité. Et C'est vrai. je suis tellement encore choquée par les questions qu'on peut nous poser sur notamment la fameuse « et alors vous avez fait comment ?» Alors que là, on vient d'y répondre et ça nous fait plaisir de le partager et on trouve même que c'est important de donner notre voix là-dessus. Mais il s'agit de ce qui se passe dans mon utérus. J'aime parler de sexe, mais quand je le choisis, et j'aime parler de la conception de mon enfant, mais quand je le choisis. Et je vais pas demander à des couples hétéros, et alors techniquement, tu étais dans quelle position pour concevoir ton bébé? Et moi, j'aimerais, c'est ça, j'aimerais qu'on respecte notre intimité et que les professionnels de santé nous respectent notre intimité aussi. Oui, c'est vrai que c'est pas encore le cas dans tous les cas d'ailleurs. Hein, tout est un peu compliqué quand même encore par rapport à ça. En tout cas, de mon côté, je souhaite exactement la même chose que vous. C'est d'ailleurs aussi l'intérêt de ce podcast, c'est de donner la parole parce qu'on a besoin de se faire connaître et de libérer la parole autour de nos parcours. Et surtout parce que, à force de faire connaître nos parcours, on arrêtera peut-être de nous poser la question. Oui. Ouais. On va y croire. Les personnes qui connaissent des couples hétérosexuels cisgenres et qui ont du mal à concevoir, une fois qu'ils voient que la femme est enceinte, ils vont pas dire « Ah, et alors, comment t'as fait? Est-ce que c'est lui le vrai père? Est-ce que c'est toi la vraie mère ?» Non, non, ça traverse l'esprit de personne. On sait que c'est hyper intime et que c'est pas évident de pas pouvoir avoir d'enfants naturellement, facilement. Et nous, c'est pareil. On n'a pas choisi d'être deux femmes, on n'a pas choisi de pas pouvoir concevoir naturellement, simplement ensemble. Donc, forcément, c'est hyper intime de savoir comment on fait pour y arriver. Complètement. Je vous remercie beaucoup en tout cas, Maëva et Marion, pour cet entretien extrêmement enrichissant. Comme je l'ai précisé, on sera amené à se revoir, à se réécouter, on va dire, plutôt, sur des épisodes qui seront beaucoup plus spécifiques à la parentalité et à l'homoparentalité. Et c'est avec grand plaisir que je vais poursuivre avec vous sur ce terrain-là, parce que je pense qu'il y a énormément de choses à faire encore, beaucoup de choses à connaître, et qu'il y a une grosse demande par rapport à la parentalité chez nous. Merci pour ton invitation. Merci de nous. De rien, c'est complètement normal. À très bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir le podcast en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, et plus particulièrement sur Apple Podcast, afin de lui donner plus de visibilité. N'hésitez pas à le partager et à le faire découvrir, plus nous gagnerons en visibilité, plus nous aiderons d'autres familles à se construire, et ainsi nous normaliserons les nouveaux schémas familiaux. Peut-être aurons-nous aussi la chance de pouvoir rassurer et montrer la voie aux nouvelles générations. Vous retrouverez en note de cet épisode le compte Instagram professionnel de Marion, @Maison sous la Lune. Nous arrivons en fin de saison, encore quelques épisodes avant une pause bien méritée. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à vendredi prochain pour écouter un nouvel épisode du podcast Les enfants vont bien. The only thing I'd feel is less alone. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave
trouble speaking words you can't quite comprehend. You asked me if I'd pinch you, but my fingers wouldn't bend. I'll be right behind you, Josephine, just like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone. Less alone. I'll be right behind you, Josephine, even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest. So I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath, and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart